Salut les goths et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, évidemment, je ne suis pas tout seul, je suis avec JB Salut les goths. et avec Yorick. Salut les goths. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau On en discute, voilà, pour parler un peu des courses qui se sont déroulées la semaine dernière, avec évidemment le grand débrief de l'UAE Tour, mais on parlera aussi des classiques, des petites classiques flandriennes qui ont débuté, des classiques aussi Fon Ardèche et Drôme Ardèche, et puis des courses un peu mineures comme le Tour de Rwanda ou le Grand Camino. On parlera aussi évidemment des déclarations de Patrick Lefebvre sur Alaphilippe et Marion Rousse. On aura un petit débat voilà, sur le futur d'Alaphilippe, sur ce qu'il va faire cette saison, etc. Et puis on finira par des petites previews des courses qui arrivent, puisqu'on a quand même Paris-Nice et Tirreno Adriatico, ainsi que la petite classique qui est toujours sympa, Strade Bianche. Et on finira aussi par un petit On en discute. On parlera un peu des petites informations de la semaine. Allez, Nono! Allez, Nono! Thibaut Pinot remporte le Tour de France 2019. Ouais, c'est énorme! Du coup, pour commencer, l'UAE Tour, donc, qui a été remporté par Lennart Van Etvelt. Sur la dernière étape, il a totalement tout renversé, alors qu'on croyait que Ben O'Connor allait s'imposer assez facilement suite aux grosses défaillances aussi des UAE. Mais c'est bien le jeune produit belge qui va remporter sa première course par étape World Tour. Assez impressionnant, on l'attendait peut-être pas forcément à ce niveau-là. Et d'ailleurs, restez connectés sur la chaîne cette semaine, puisqu'on va en reparler de Van Etvelt. On a eu plutôt le bon feeling avec lui. Mais Le nez fin. impressionnant, Van Etvelt. Ouais, franchement, super impressionnant. Il a eu le bon timing aussi, parce qu'on le voit, son attaque, elle est dans une partie, un petit replat un peu descendant, donc directement, il surprend tout le monde et il prend quand même une grosse avance. Derrière, ça se regarde un peu, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Notamment Ilan Van Wilder qui essaye de boucher le trou, mais qui au final va un peu exploser derrière. Mais, mais ouais, très impressionnant. Déjà, il n'y a pas forcément grand monde qui l'aurait attendu dans ce groupe-là avec les meilleurs. Mais on avait vu qu'il était en forme à Jebel Jaïs, donc superbe performance. Ouais, et ça couronne son gros début de saison, quoi. C'est déjà, sans compter enfin, avec le général, du coup, ça fait 4, mais c'était sa troisième victoire d'étape depuis le début de la saison, quoi. Donc, il a passé un cap assez impressionnant depuis le début de saison. Et c'est clair que le voir gagner, personnellement, je m'y attendais pas, surtout que bon, il bat O'Connor de 2 petites secondes, quoi, donc c'était vraiment très serré, mais c'est clair que la concurrence à côté, tu parlais de Van Wilder, tu avais aussi Bilbao, bon, enfin, tu avais aussi les UAE qui de base, étaient assez, on les attendait, surtout McNulty et Vine, mais malheureusement, ils ont eu leur petite fringale là, mais de base, tu avais quand même des beaux noms à côté, donc franchement, très impressionnant, aujourd'hui, Van Etvelt. Ouais, les Ouais. UAE, faut parler de Yates qui a dû abandonner après sa chute, mais O'Connor, très bon début de saison, mais je pense qu'on va reparler de la G2R un peu plus tard. Du coup, je sais pas si j'ai raté quelque chose, mais il me semble que c'était que sa deuxième victoire cette saison, puisqu'il avait gagné du côté de Majorque. Et donc aujourd'hui, et puis avec le général, ça fait 3. Et puis pour finir, au niveau des gens qui nous ont impressionnés, on peut parler quand même de Tim Merlier qui a dominé de très loin tous les sprints, avec quand même pas un gros plateau de sprinters. Olaf Koy qui s'en sort bien avec une victoire, mais il y avait clairement pas photo sur les étapes de sprint. Ouais, on a vu aussi De Klein très bon. Par contre, en niveau flop, même si première étape, Coy a quand même été plutôt transparent sur la plupart des sprints. On n'a aussi pas du tout vu Samuel Ford. On a un peu vu Boos. On a aussi vu un très bon Jacob Maresco qui a été assez inattendu. Donc ouais, Merlier au-dessus de tout le monde. Donc on a vu la rentrée de Philipsen sur les classiques, on va en parler. Mais là, pour le moment, Merlier se place comme le meilleur sprinter du monde actuellement. Non, c'est clair que la puissance qu'il dégageait, surtout sur la première étape, c'était, waouh, impressionnant quand même, donc mais après niveau flop, on peut rajouter, Molano ou encore, Sam Bennett, qu'on pouvait s'attendre peut-être à être un peu plus, enfin faire de meilleures performances quoi, mais bon, vu la concurrence globalement, et le nombre de sprinters présents, c'est aussi, le jeu, hein. Tu as certains qui perfent et certains qui sont un peu moins bons, donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour de cette UAE Tour qui, voilà, qui a été plutôt intéressant à suivre avec un dénouement plutôt inattendu. Le débat des débats.
On va pouvoir passer, je pense, au débat. Et donc, on va évidemment parler de cette déclaration que vous avez sûrement vue de Patrick Lefebvre, là, qui a un peu taclé Julien Lafilippe en disant que après la signature de son nouveau contrat, on l'avait plus trop vu, qu'il avait peut-être un mode de vie euh, un peu pas en adéquation Festif, avec le on joueur va qu'il dire veut être. festif. Et puis il a aussi un peu taclé Marion Rousse, il a parlé d'alcool, il a parlé de beaucoup de choses. On a vu aussi derrière les réponses de Marion Rousse, des réponses aussi de la femme de Gilbert. Enfin, c'est parti un peu n'importe comment. Mais qu'est-ce que vous avez pensé un peu de tous ces déclats? Enfin, on est un peu habitué avec le fait vert, mais là, il a quand même poussé encore plus loin. Moi, en fait, je comprends pas, l'intérêt de ces déclarations. Alors oui, il y en a plein qui disent: «Mais oui, mais le fait vert, c'est la vieille école» et cetera, mais il se plaint que son plus gros salaire ou au moins l'un de ses 3 plus gros salaires ne performe pas et derrière, il fait tout le temps et c'est pas ça date pas que de cette année, tu vois? Il y en a déjà eu l'année dernière, il y en a eu aussi quelques-unes déjà en 2022. Enfin, il enchaîne les déclarations comme ça et admettons ça a fonctionné, peut-être, à certains moments, tu vois? Mais c'est quoi l'intérêt? Surtout que là, dans surtout de la vie privée, il y a des insinuations par rapport, à la vie de couple, de Julien, tu vois? C'est des choses comme ça que tu sors pas, en public, quoi. Enfin, tu règles ça, en interne. C'est pas des choses que tu as à dire, en public et surtout, je vois pas quel est l'intérêt, en fait. Comment tu veux motiver, Alaph, à donner son meilleur pour toi, à continuer à essayer de perf, si, tous les 4 matins tu le défonces, tu fais des déclats sur lui, tu remets entre guillemets «en doute» son professionnalisme à certains moments, tu vois? Donc j'ai du mal à comprendre. Après, faut dire aussi que voilà, d'un côté, s'il sort des choses comme ça et tu Jérôme Pineau qui le disait, sur RMC, c'est qu'il doit avoir aussi certains échos qui font que, il est au courant de ce genre de choses, tu vois? Mais j'avoue quand même que l'intérêt de dire ça en public et d'afficher, ton plus gros salaire, aux yeux de tout le monde, je suis pas sûr que ce soit très bénéfique d'un point de vue sportif et aussi marketing. Ouais, c'est clair. Non, mais de toute façon, on a toujours vu Patrick Lefebvre avoir comment dire, une communication assez tonique, pour dire le moins. Et là, ça a un peu dépassé les limites de l'acceptable sur ce coup-là. On ne dit pas ça seulement parce que c'est Julien, mais clairement, peu importe le coureur, tu mérites jamais d'être étalé dans la presse comme ça et sur les réseaux sociaux plutôt. Mais par contre, il y a quand même des choses qui sont assez étonnantes. C'est la réponse de la femme Philippe Gilbert, pardon, que tu as mentionné, qui, bah, pour le coup, appuie complètement ce qu'a dit Lefebvre et même attaque Marion Rousse sur un degré personnel. Et là, ça part un peu en chasse à la sorcière, un petit peu qui dit vrai, qui dit faux. Et c'est un peu compliqué de savoir. Il y a quand même beaucoup d'échos qui sont à l'encontre de Julien. Et du coup, ça fait un peu peur pour l'ambiance dans l'équipe, quoi. Ouais, bah c'est clair, c'est un peu bizarre aussi. C'est vrai que le truc de la femme de Gilbert, c'était un peu bizarre. Euh, c'est vrai que déjà, dans ce débat, je pense qu'il faut pas placer à la Philippe totalement victime. Il y a sûrement des choses pas très nettes de son côté au niveau de son rythme de vie. Mais ouais, comme tu as dit, Yorick, c'est pas le genre de truc qu'il faut étaler dans les médias comme ça. Le fait vert a ensuite un peu, on va dire, adouci ses propos en disant que c'était pas trop ce qu'il voulait dire, que ça avait été mal traduit, etc. Bon, on a un peu du mal à le croire de ce côté-là. Mais moi, du coup, bah, j'aimerais bien voir la réponse de Julien sur le terrain, parce que c'est la meilleure des réponses. On peut parler dans la presse, mais bon, s'il est performant sur le vélo, il n'y aura plus personne pour parler. On l'a vu sur les classiques, du coup, sur l'Umlauf, très malchanceux, il chute 2 fois, et il a des incidents mécaniques. Et aujourd'hui, on l'a vu être dans le bon groupe, mais il n'a pas malheureusement réussi à suivre les meilleurs quand ça a accéléré. Donc, c'est plutôt encourageant pour Julien, avec aussi son début de saison en Australie qui était plutôt bon. Mais voilà, il est encore loin de son niveau pour le moment. Moi, c'est clair, c'est depuis, 2-3 ans, ça enchaîne les galères et puis bon, on va être très honnête, est-ce que sportivement, Julien répond aux attentes, par rapport au statut qu'il a depuis, la signature, de ce contrat-là? Non, absolument pas. Maintenant oui, tu as parlé des chutes, il y a pas eu que cette année, il y avait aussi eu en 2022. Mais, c'est clair qu'il faut espérer ça, que Julien réussisse à se remettre entre guillemets «la tête à l'endroit», tu vois? Et réussisse à «faire taire» entre guillemets, Patrick Lefebvre en montrant, sur le terrain que voilà, c'est toujours un très grand coureur capable, d'aller chercher des victoires de prestige et c'est tout ce qu'on lui souhaite.
Et du coup, la Philippe, il aura l'occasion de faire taire les critiques sur le Strade Bianchi qui arrive ce week-end avec une très grosse start list, puisqu'on a du Pogacar, on a du Pidcock, on a du Benini, du Madouas, même s'il n'a pas été très bon, on va en parler, du Mohoric. Enfin, il y a une très très grosse start list. Est-ce que vous voyez Pogacar être battu ou est-ce que vous voyez Pogacar en imbattable partir comme il avait fait à 40 km du but et s'imposer en solitaire? Bah, c'est compliqué à dire parce qu'il a pas encore, couru, il me semble, cette saison, donc on n'a pas état de sa forme. Mais, quand tu vois l'équipe qu'il emmène, c'est clair que pour moi, si c'est pas Pogacar qui gagne, ce sera sûrement un de ses équipiers, parce que Marc Hirschi, on l'a déjà vu gagner, il y a quelques jours, on va en reparler. Si Pogacar, par exemple, le laisse partir dans un groupe devant, c'est qu'il a confiance qu'il peut gagner. Et je pense que même Marc Hirschi, déjà, ça pourrait être le leader de pas mal d'équipes sur cette course. Quand tu vois la start list, je pense que voilà. Et puis autour, tu as encore Juan Ayuso qui fait un bon début de saison. Tim Wellens, pareil, qui s'est illustré ce week-end. Donc forcément, là, la start list UAE, elle fait peur à tout le monde, je pense. Faudra voir, par contre, niveau français, la Groupama FDJ qui a une belle petite start list avec Valentin Madouas et Romain Grégoire. Donc ça, on verra s'ils peuvent s'illustrer. Moi, j'y crois. Ouais, clairement, comme l'a dit JB, c'est difficile à dire, comme on l'a pas vu courir de l'année. Maintenant, oui, office de favori, c'est sûr, sachant qu'en face, bon, t'as pas un porte-étendard, enfin pour l'instant, t'as pas un Van Der Poel ou un Van Aert ou je sais pas, c'est qui son plus gros favori à l'heure actuelle? Ça va être quoi? Ça va être Pidcock, donc bon, après on l'a déjà vu aussi se faire battre sur l'estrade il y a ça 3 ans, si je dis pas de bêtises. Donc tout est possible, mais c'est clair qu'il fait office de gros favoris. Et pour ajouter côté français, j'avoue que moi personnellement, côté Groupama, je crois quand même un peu plus en Grégoire qu'en Madouas, qui malheureusement a eu une grosse chute en Algarve, donc je pense qu'il s'en ressent encore un peu. Et j'ai hâte aussi de voir la composition que va nous sortir AG2R, vu leur gros début de saison, ça peut être très intéressant à suivre. Ouais, c'est vrai. Et puis on peut aussi parler de Martinez, du coup, qui a fait un très gros tour d'Algarve aussi. C'est vrai que Benoît Cosnefroy, j'en attends beaucoup aussi. Mais voilà, après, l'Estrade, c'est souvent une course un peu ouverte. On ne sait pas trop, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui peuvent perf. Chez la Trek, on a aussi quand même Badjoli et Quinn Simons. On a aussi Krohn et Van Gils pour la Lotto Destiny. Donc une course ouverte qui va être sympa à voir, mais moi personnellement j'ai beaucoup de mal à voir Pogacar être battu par n'importe qui, surtout comme vous avez dit avec l'équipe qu'il a, les Ayuso et les Hirschi oui merde, les Ayuso et les Hirschi qui ont performé sur les classiques en Ardèche, donc je pense qu'il ne sera pas battu. Et puis pour finir le tour, pour l'auto Destiny, tu as cité Van Gils et Krohn. Il y a aussi Van Edvelt, du coup, on en a parlé, il vient de gagner l'UAE Tour, donc pour enchaîner potentiellement. Et une équipe dont on n'a pas trop parlé, c'est IF qui ramène Ben Illy, Nelson Powless et Richard Carapaz. Potentiellement, ils peuvent jouer plusieurs cartes. Donc voilà. Effectivement, eh bien, on va rester en Italie pour la prochaine course. Évidemment, on va parler de Tirreno Adriatico, avec pas mal de monde qui fait l'Estrade qui reste. Il n'y a pas Pogacar, mais du côté du AE, on a quand même Adam Yates, on a aussi Tom Pidcock. Donc, on sait qu'il veut jouer le général du Tour de France. Peut-être un premier test pour lui à voir. Je ne sais pas si vous voyez un grand favori, mais bon, quand on voit Jonas Vingegaard, c'est compliqué d'en sortir un autre. Ah, bah clairement, clairement. Mais pour juste un petit point, Pogacar pour l'instant il a annoncé ni sur Tirreno ni sur Paris-Nice. Donc peut-être qu'il va se rajouter sur l'un des deux au dernier moment en fonction de la forme et puis voilà. Mais s'il se rajoute pas là, Vingegaard pour l'instant il n'y a pas de raison. Il devrait gagner sans trop de problèmes. Adam Yates qui est annoncé aussi, à voir s'il est revenu de sa chute ou non. Et puis après, pour le reste, je pense que le plus gros adversaire, c'est peut-être Ayuso, Henrik Mas aussi, mais ça devrait passer tranquillement pour Jonas Vingegaard.
Ouais, c'est clair, c'est la seule personne qui serait capable de battre Vingegaard, c'est Pogacar, mais comme l'a dit JB, on sait pas s'il va faire Paris-Nice ou Tirreno. Donc bah là, c'est clair que Vingegaard, hormis chute, ce qu'on lui souhaite pas, ça me paraît difficile de le battre, vu encore la démonstration qu'il a fait cette semaine au Grand Camino. Ouais. Bah, après, le Tirreno me paraît pas extrêmement, compliqué. Il y a vraiment qu'une étape de très grosse montagne. Il y a quand même un chrono en début de tour, mais ouais, du coup, c'est vrai que Vingegaard paraît un peu imbattable, mais à voir. Pourquoi pas, moi, j'aurais peut-être bien une petite surprise sur ce Tirreno et voir, Vingegaard battu. On sait que, l'année dernière, par exemple, sur Paris-Nice, il n'avait pas été aérien, alors qu'il avait totalement dominé le Grand Camino, juste avant, donc pourquoi pas? Et Après, si ouais. pour les concurrents potentiels, il y a aussi Jane Lake, que j'ai oublié de citer, qui vient avec Felipe Martinez, donc ils seront deux du côté de Bora. Ça peut tenter peut-être une tactique un peu plus Offensive. offensive, ouais, voilà. Mais comme tu as dit, il n'y a pas énormément de montagnes, quoi. Et c'est même l'étape 6 qui arrive au sommet, c'est vraiment une montée quasiment sèche, quoi. Donc va falloir se lever tôt pour reprendre le temps perdu au contre-la-montre. Du coup, bah, du côté du sprint, on a une très très grosse start-list puisqu'on a Tim Merlier, donc impressionnant, on en a parlé sur l'UAE, et Jasper Philipsen, donc peut-être un premier duel entre les deux sprinters en vue, bah, peut-être du Tour de France, à voir si Merlier le fait, on ne sait pas encore. On a aussi Jonathan Milan qui a été très bon sur le Tour de Valence, et puis voilà, Phil Bauhaus qui a aussi bien performé sur l'UAE Tour. Casper Van Uden, pareil, restez connecté cette semaine, peut-être qu'il y aura une vidéo qui en parlera de ce petit crack. On a aussi Dainese chez la Tudor, une équipe assez intéressante. Peut-être qu'on en fera une vidéo dédiée à cette équipe euh, parce qu'elle est en train de plutôt bien performer. Voilà, donc un beau petit plateau. D'ailleurs, qui est-ce que vous voyez être le sprinter de la saison? Ça, c'est bon, un petit prono rapide. Plutôt Philipsen ou Merlier? Plutôt Cavendish. Ah oui, c'est pas trop Non, la question. non, plus sérieusement, non, Philipsen, je pense. Philipsen, j'y crois. Après, il y aura beaucoup plus d'adversité que l'an dernier. Je pense que Merlier fera un bon adversaire, ce sera plus serré, mais je pense que Philipsen sortira vainqueur quand même. Ouais, c'est clair, ça aurait été intéressant aussi d'avoir un Philipsen à la place d'un Grooves sur ce UAE Tour pour déjà avoir une idée, mais moi aussi je pense que Philipsen sera quand même un peu meilleur que Merlier cette année, sachant qu'il passe aussi mieux les difficultés, donc dès que ce sera un peu accidenté, ça sera quand même avantage à Philipsen, quoi, donc voilà. Effectivement, effectivement. Et puis, on a parlé d'une course à étapes, et ben, il y en a une autre qui se déroule en même temps. On va être gâté, pas la semaine prochaine, mais celle d'après, avec donc Paris-Nice. Et donc un Paris-Nice, bah, du coup, en l'absence de Vingegaard et puis donc peut-être de Pogacar, comme t'as dit JB, vu qu'il a annoncé sur aucune des deux, ça m'étonnerait quand même qu'il en fasse pas. Bah, plutôt ouvert, hein, parce que bon, il y a quand même une plutôt grosse start list en montagne. On a quand même Carlos Rodriguez chez Ineos, par exemple. On a aussi Joao Almeida chez UAE. Mais est-ce qu'on pourrait voir un petit vainqueur surprise sur ce Paris-Nice, selon vous? Bah, on a surtout, que t'as pas cité, on a surtout Primoz Roglic et Remco Evenepoel qui sont censés Ah oui, ah oui, je l'ai participer. pas vu. Donc ça peut être ouvert, mais Primoz Roglic contre Evenepoel, c'est un duel qu'on a souvent vu sur des courses d'une semaine. Le plus souvent à l'avantage du Slovène, mais avec les années qui passent, on verra si le duel a la même saveur que l'an dernier. Almeida potentiellement en arbitre, comme tu l'as dit. Il y a quand même une belle start list, mais c'est clair que si Pogacar se décide à faire le Tirreno, moi je me brancherais plutôt de côté de l'Italie, quoi. Mais bon, il y a une belle start list. Et à noter aussi qu'il y a quand même un contre-la-montre par équipe. Et donc ça pourrait peut-être jouer. On pense à un David Gaudu qui a pas fait un très bon début de saison, mais probablement l'équipe annoncée me semble pas exceptionnelle pour le chrono. Alors que quand on voit effectivement l'équipe Labora Andgreux autour de Roglic et puis évidemment la Soudal Quickstep autour de Remco, il risque d'y avoir des écarts à ce niveau-là. Ouais, c'est Et clair. Et l'avantage, juste l'avantage aussi cette année sur ce Paris-Nice, c'est que t'as pas de haute montagne. Et on sait que Remco, lui, quand il y a vraiment des enchaînements de cols de la haute montagne, c'est un peu plus compliqué pour lui. Donc ça reste d'être intéressant à suivre, puisque là, il n'y a pas vraiment
d'étape où on peut le voir réellement faiblir, quoi. Si ce n'est la dernière. Mais bon, j'y crois pas trop. Pour ce qui est des sprints, du coup, qu'on fasse un petit point, il y a beaucoup d'étapes qui sont vallonnées, mais qui pourraient se terminer au sprint. Donc, il y a Pedersen qui est présent pour faire le plein de victoires, je pense, sur ces étapes-là. Il n'y a qu'une étape qui me semble va vraiment être 100% sprinter. Dans cette étape-là, il y aura du Arnaud Démare, il y aura du Dylan Groenewegen, du Gerben Thyssen pour Intermarché. Et potentiellement, dans les sprints un peu plus vallonnés, du côté de la Groupama, Laurent Spitty, qui est très en forme en ce début de saison. Pourquoi pas passer pas loin ou essayer d'arracher une des étapes à Pedersen, quoi. Ouais. Et puis pour les sprints aussi, faut parler aussi de Klein. Et, on en a parlé, a été très bon sur l'UAE. Et on aura aussi Kaiden Groves, mais qui lui, par contre, a été vraiment désastreux sur l'UAE, très bien lancé, mais souvent incapable de finir. Donc, on va voir s'il arrive à se rattraper. Voilà, je pense qu'on a terminé ces previews rapides. On en parlera évidemment dans le prochain, on en discute, on débriefera les courses. On va pouvoir parler, on va pouvoir passer, pardon, au on en discute, on n'en discute pas. Alors, les gars, on va parler tout d'abord des classiques flandriennes, donc l'Omloop et le Kurn Bruxelles-Kurn. Est-ce qu'on en discute? Est-ce qu'on n'en discute pas, Yorick? On en discute. Il y va? Ouais, on va en discuter rapidement. Ah, je vais en discuter aussi. Yorick, je te laisse la main. Ce qu'on a vu sur ces deux classiques, déjà l'omniprésence de la Visma. Donc ça, c'est... on pouvait s'y attendre, mais à ce point-là, genre juste encore aujourd'hui, t'avais Wout van Aert devant, ensuite t'avais le contre avec Moritz et Jorgensen, et derrière t'avais encore trois mecs dans le troisième groupe. Enfin, il y a une domination collective du côté de la Visma, pardon, c'est impressionnant. On peut dire quand même que sur l'Omloop, ils ont quand même eu un sacré coup de chance de voir Tratnik gagner, puisque bon, quand tu es à 3 devant dans une échappée de 6 et qu'aucun de tes 3 là va conclure, c'est quand même signe qu'il y a eu une certaine erreur stratégique de fait. Maintenant, quand tu as cette omniprésence des Visma, ça fait peur, quoi, parce que bon, t'as 3 voire 4 mecs qui sont capables de remporter le Tour des Flandres, si on compte juste Van Aert, Laporte et Van Barle, quoi, sans parler des autres à côté qui, sachant qu'ils sont chez Visma maintenant, sont également capables, je pense, de faire des très grosses perfs là-bas. Donc voilà, ça va être très 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 compliqué de mettre à mal le collectif Visma cette année. On espère que Van Der Poel va faire des miracles. Ouais, ils vont bien trouver une solution pour encore perdre sur les monuments, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, moi, je voulais juste revenir sur la course de l'Omloop, parce que, comme tu as dit, niveau tactique, c'était pas top. Ils sont dans un groupe à 3. Il y a donc Jorgensen, il y a Wout van Aert et il y a Laporte, et ils sont accompagnés de Skuins, qui est pas forcément le plus fort, Pidcock, qui semble un peu juste, et Dely, qui pour le coup, Dely semblait fort, mais qu'il a dit en interview qu'il comprend pas, parce que déjà, ils ont été assez naïfs, ils relaient avec les 3 de la Visma, donc si t'es la Visma, tout le monde relaie, tu continues, normalement, mais là, ils ont choisi de partir chacun leur tour, d'abord Laporte, puis Jorgensen, donc Jorgensen, personne ne roule sur lui, le groupe s'arrête, ils se font rattraper par le peloton, ça avait vraiment aucun sens, surtout que Jorgensen n'était pas assez fort pour aller au bout. Donc bon, là, comme tu as dit, gros coup de chance d'avoir un effectif aussi fourni avec encore des mecs dans le peloton qui peuvent se permettre de couvrir tes erreurs, là, comme Tratnik l'a fait hier. Et il a eu de la chance que ce soit Nils Politt qui soit avec lui, parce que Tratnik, c'est pas non plus le plus rapide au sprint, quoi. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus maîtrisé, avec Wout van Aert qui, de toute façon, était intouchable. Donc, quitte à faire partir quelqu'un en raid solitaire hier, sur l'Omloop, je comprends pas pourquoi c'était pas Van Aert. Mais bon, c'est des circonstances de course. Voilà Ouais. pour Et moi. puis, voilà, et puis à noter aussi Timo Ehlers, qui a été très bon sur les deux courses, parce qu'il est piégé hier, et aujourd'hui, par contre, il est dans le bon groupe et très très fort, mais bon, moins rapide que Wout van Aert. Et puis pour reparler aussi rapidement de la course femmes, c'est Marianne Vos qui s'impose devant Kopecky, qui était la favorite, mais bon, qui a été un peu isolée et attaquée de tous les côtés. Donc voilà, on l'attendait, mais elle n'a pas réussi à s'imposer. Et c'est d'ailleurs une jumbo qui s'impose aussi chez les femmes.
Ils sont un peu partout. Une Visma the Bike, s'il te plaît, Hippo. Ah Ce oui, n'est plus Jumbo. oui. Excusez-moi. On peut aussi parler du coup, de 2 autres classiques, mais qui se sont déroulés en France puisque c'est la Faune Ardèche et la Drôme Classique. JB, on en discute ou on discute pas? Ouais, on n'en discute pas. Yorick? Ouais, on peut en discuter, ouais. Bah, du coup, on a vu, 2 victoires de UAE puisque, hier, c'est, Ayuso qui s'est imposé devant d'ailleurs Romain Grégoire et puis aujourd'hui, c'est Hirschi qui s'est imposé, devant Ayuso donc, UAE qui a bien maîtrisé la course. Ouais, ça a été deux belles courses. Le sprint sur la Faune Ardèche, quand même, ça a été très très serré. Entre, je crois que c'était Gall, Grégoire, Ayuso et du coup Van Gils, si je dis pas de bêtises, qui était Non, arrivé au. c'était Skelmos. C'était C'était Skelmos, Skelmos pardon. le quatrième. Pardon. Mais c'était quand même un sprint très serré. Donc, bon, oui, là, la UAE a fait le carton plein et était assez dominant. Mais bon, il y a quand même eu, je soulignerais quand même sur ces deux courses, encore la confirmation du très bon début de saison de l'équipe AG2R. Juste encore aujourd'hui, alors ils gagnent pas, mais t'as Bastien Tronçon qui fait 6, Lapera 7, Cosnefroy 9 et Godon 10, tu vois. Donc t'as 4 mecs dans le top 10. Dans l'optique, sachant que AG2R, on sait aussi que cette année, ils sont dans l'optique aussi de gratter des points après leur saison dernière très très compliquée. C'est quand même une très bonne nouvelle pour eux de faire ce genre de performance. Mais voilà, au niveau Yuzo était juste au-dessus quand même, globalement. Avec Archie, que j'attendais pas forcément à ce niveau, vu que ça a été un peu plus compliqué pour lui hier, mais voilà. Pouvoir passer au prochain point, le Tour du Rwanda. Moi, je vais pas en discuter, mais JB, on en discute ou on discute pas? Moi, j'ai pas suivi, mais on va juste discuter de la belle célébration du vainqueur du jour et vainqueur du général qui nous passe la ligne en roue arrière pendant. Il la tient un moment, donc c'était vachement impressionnant. À part ça, j'ai pas trop suivi. Non. Et Yorick? Non, on n'en discute pas. Eh bien, on va pouvoir passer au prochain point, c'est le Grand Camino. Yorick, on en discute ou on discute pas? Ouais, on peut en discuter, oui. Je vais vous laisser, discuter. Enfin, JB, tu en discutes ou tu en Ah discutes pas? bah, on est obligé de passer là-dessus, oui. OK, je vous laisse. On a vu une domination quand même assez extrême de Jonas Vingegaard, qui n'a pas forcément eu besoin de forcer. Il gagne 3 étapes. Le contre-la-montre qui avait été enlevé par Tarling, qui visiblement repart sur les bases de la saison dernière. Mais on a besoin d'en parler pour 2 choses. Donc la première chose, c'est le retour d'Egan Bernal, parce qu'il fait 3e au général, il a fait 2e sur une des étapes, il me semble que c'était l'étape 2, où il termine juste derrière Vingegaard, et donc ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu à ce niveau. Encore une fois, restez bien branchés, parce qu'on va en reparler d'Egan Bernal. Et puis la deuxième chose, c'est Lenny Martinez, et dans une moindre mesure Sian Ulchop-Brooks qui se sont pas lâchés, mais Lenny qui termine 2e au général, très grosse performance, et qui par rapport à son leader David Gaudu a semblé voler tout simplement. David Gaudu qui ne termine même pas dans le top 10 et qu'on n'a pas vu pendant les 4 étapes. Donc voilà. Yorick, si tu veux Ouais, ajouter quelque ouais, chose. ouais, je suis d'accord. Pour revenir sur Bernal, il me semble qu'on en avait parlé dans la preview d'Ineos au début d'année, mais moi j'avais peur que Bernal soit pas en mesure de retrouver son meilleur niveau. Donc le voir tenir quand même pendant un petit temps Jonas Vingegaard, c'est quand même de bon augure quand même. Donc moi je suis content personnellement de sa semaine, fait 3e du général, c'est quand même une très belle performance. Par rapport à Lenny, surtout ce qu'il faut rajouter, c'est son excellente 3e étape. Il finit que à 16 secondes de Vingegaard aujourd'hui, quand le 3e, Hugh Carty, finit à 45 secondes, tu vois. Et quand tu parlais de Sian, il finit à 57 secondes de Jonas. Donc très très grosse course pour Lenny, qui a semblé lui aussi en bonne forme. Et après, par rapport à Godu, c'est vrai que lui et notamment aussi Richard Carapaz, ça a l'air d'être un peu plus compliqué ce début de saison. Pas forcément la grande forme. Donc j'espère pour les deux que ça va changer. Il me semble que les deux sont sur Paris-Nice. En tout cas pour Godu, il sera sur Paris-Nice. Donc j'espère que voir un David Godu quand même meilleur sur Paris-Nice, quoi. Oui, c'est clair, on l'espère, mais en tout cas pour Gaudu, l'objectif est sur le Tour de France, donc s'il est en forme sur le Tour de France, je pense qu'on oubliera, son mauvais début de saison. Pour finir, on va juste parler rapidement,
de Sagan qui a eu un petit problème au cœur, enfin petit, il va quand même devoir être opéré. Donc voilà, on lui souhaite un bon rétablissement. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait dire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à mettre un like, et puis voilà, à mettre des petits commentaires, ça nous aide évidemment pour le référencement. Suivez-nous sur tous nos réseaux, Insta, rejoignez le Discord, abonnez-vous à TikTok. Enfin bon, voilà, vous connaissez la musique, tout est en description. Et puis on se retrouve dès jeudi pour une nouvelle vidéo. Salut les gouttes. Salut! Salut.